Bon, pour combler le manque de vidéos cet été, je voulais sortir quelque chose d'un peu différent. J'ai donc décidé de répondre à vos questions. Mais puisque je ne vis plus aux États-Unis, je me suis dit que ce serait quand même plus sympa de tourner cette vidéo dans le lieu le plus américain de France. Je précise bien sûr que cette vidéo n'est pas sponsorisée, je suis venu là pour mon simple plaisir personnel. Aujourd'hui, voyageons aux États-Unis mais aussi dans le temps. Je vous emmène dans le Far West, dans la petite ville minière de Thunder Mesa, en Californie. Pour cette première section de la vidéo, rendez-vous en plein cœur de la ruée vers l'or. Bonjour à tous, voilà, ça fait plaisir de faire cette vidéo pour une fois en direct, faite un peu à l'arrache. Je suis désolé pour le masque, mais bon, c'est comme ça. Donc aujourd'hui je vais répondre à vos questions et je commence avec la première. D'où vient ta passion pour les États-Unis? En fait c'est très simple, il suffit de voir là où je suis actuellement. En fait j'ai vraiment grandi là-dedans, j'ai grandi dans cette culture américaine, j'ai grandi avec les films américains, avec les séries américaines, j'allais beaucoup à Disneyland. En fait, je suis une vraie victime du capitalisme américain et du soft power, je n'ai pas de honte à le dire. Et c'est pour ça que j'ai vraiment grandi avec ça et j'ai toujours senti que ça faisait presque partie de ma culture. Et en y ayant vécu, j'ai pu découvrir la vraie vie américaine, ça m'a beaucoup plu. Je me suis un peu senti chez moi et depuis, c'est resté. Pourquoi est-ce que tu es parti aux États-Unis et comment? Eh bien, pourquoi? C'est très simple, c'est pour la raison que j'ai citée précédemment, parce que j'ai un peu grandi avec cette culture-là. Donc je me suis toujours un peu senti chez moi et j'ai voulu vivre ça, vivre cette expérience. Et comment? Je suis parti la première fois en 2017, quand j'avais 18 ans, je suis parti faire un programme à Walt Disney World pendant 2 mois, où j'ai pu travailler dans le parc. C'était en Floride, à Orlando, c'était vraiment super, j'ai adoré. Et Orlando, maintenant, je considère vraiment ça comme ma deuxième maison, parce que c'est le premier endroit où j'ai vécu. Ensuite, j'ai décidé de partir y étudier. Donc je suis parti faire un programme d'échange avec mon université dans la ville de New Paltz, c'est dans l'état de New York. C'était à peu près 1h30 de la ville de New York. C'était génial parce que j'ai pu découvrir la vie dans un petit village américain, ce qui est complètement différent de la vie dans les grandes villes au final. C'était vraiment top. Et surtout, j'ai pu découvrir la vie universitaire américaine, ce qui fait rêver quand même. Moi, ça m'a toujours fait rêver en voyant les films, les séries. Comme j'ai dit, j'ai grandi avec ça, donc voir ça pour de vrai, c'était vraiment top. Et puis ensuite j'ai eu la possibilité de faire un stage, et plutôt que de faire un stage, j'ai fait un programme à Disney. Ce qui me mène à ma prochaine question. Quel est ton parcours pour avoir fini à Disney à Orlando? Et en fait c'est très simple. Mon programme d'échange m'a permis de faire un stage pour la même durée que mes études, donc mes études aux États-Unis, c'est-à-dire 8 mois à peu près. Et j'ai décidé de faire ce qui s'appelle le Disney College Program. C'est un programme qui est normalement pour les Américains, pour les étudiants américains. Et en gros, on va représenter notre université américaine dans le parc de Disney World en Floride, là où j'avais déjà travaillé, comme je vous avais dit. Donc j'ai pu travailler dans le parc Animal Kingdom principalement, mais pas que. J'ai travaillé dans les 4 parcs en fait de Disney World, parce que je faisais l'entretien, le nettoyage. Et c'est vraiment une expérience incroyable, parce que j'ai pu rencontrer plein d'Américains qui venaient de partout. Donc j'ai pu rencontrer des gens de Californie, du Texas, vraiment de n'importe où. Et ainsi que des gens du Canada et d'autres parties du monde, ce qui rend le programme encore plus intéressant. Et puis aussi même les gens qu'on rencontre, les visiteurs, qui eux viennent partout des États-Unis. Et ça permet de bien comprendre la culture parce qu'on parle directement avec les gens. Et pour moi, ça a été une expérience formidable. As-tu travaillé pendant que tu étais étudiant aux États-Unis? Eh bien non.
Je voulais parce qu'il y a la possibilité de faire assistant de français, donc en fait on va assister les professeurs de français, on va apprendre la langue française aux étudiants qui sont intéressés et on va aussi organiser des événements, etc. J'ai pas été accepté pour d'autres raisons, s'il y avait d'autres personnes, c'est pas grave. Sinon on peut aussi travailler dans la restauration, notamment dans le self de la fac. Mais ça m'intéressait pas spécialement parce que grâce à mes bourses et mes économies, je pouvais quand même financer mes études. Mais après oui, si jamais vous voulez étudier aux États-Unis, vous voulez vous faire un peu d'argent, c'est vraiment possible de travailler. Ce que je n'ai pas fait, donc je peux pas vous parler de ce que ça fait de travailler sur le campus, mais je pense que c'est assez intéressant à faire. Qu'est-ce que tu fais comme études? Eh bien, j'ai terminé mes études. Donc là actuellement je suis journaliste / youtubeur, on pourrait dire peut-être. Donc j'ai fini mes études en 2019 et après je suis parti à Disney, donc ce qui n'a rien à voir avec mes études. Travailler à Disney, j'ai vraiment fait ça pour l'expérience personnelle, et je pense que c'est très important d'investir dans ce type d'expérience aussi, parce que même si ça n'a rien à voir avec ce que vous voulez faire plus tard, c'est des expériences humaines et ça va forcément contribuer à qui vous êtes. Donc je pense que même si ça n'a rien à voir avec votre cursus, c'est pas grave en fait. Quand vous faites ce type d'expérience internationale, c'est quelque chose qui est formidable pour vous-même, pour développer votre esprit, et c'est quelque chose que je recommande énormément. Et donc pour revenir à la question, j'ai fait des études de LLCE, ça s'appelle, donc langue, littérature et civilisation étrangère en anglais. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris tout ce qui était littérature britannique et américaine, la langue anglaise de manière très poussée, donc de la grammaire, de la linguistique, tout ce genre de choses, vraiment de manière poussée, de la traduction aussi, ce qui permet d'écrire en anglais de manière correcte. Si je veux écrire pour des articles par exemple, faire de la recherche en anglais, c'est totalement possible. Et aussi tout ce qui est l'histoire américaine, j'ai énormément appris, et c'est ce que je vous retransmets sur ma chaîne YouTube. Même si c'était à la base une passion personnelle, c'est aussi des choses que j'ai appris à la fac, et donc vous comprendrez très bien pourquoi j'ai fait cette licence-là. C'est parce que c'est quelque chose qui m'intéressait à la base, c'était ma passion. À la base, moi je voulais faire du journalisme, mais je n'avais pas forcément envie de faire une école de journalisme, donc pas tout de suite, j'avais vraiment envie d'étendre ma culture, si je puis dire. Et ça m'a énormément aidé, moi j'ai beaucoup aimé faire ça, et maintenant mon niveau d'anglais est vraiment supérieur à celui que j'avais quand je suis rentré, surtout maintenant que j'ai vécu aux États-Unis. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-le, c'est très intéressant. Comment est-ce que tu as financé tes études aux États-Unis? C'est une bonne question, j'en parle un petit peu dans la vidéo où je vous fais visiter ma fac américaine. En fait, j'ai financé notamment avec mes économies. J'ai travaillé en France pendant les vacances, notamment toutes les vacances scolaires. C'est tout l'argent que j'ai économisé et que j'ai pu réutiliser aux États-Unis, ça m'a beaucoup aidé. J'ai eu droit à des bourses, donc forcément la bourse des étudiants. J'ai eu droit à des bourses de la région, et aussi tous les étudiants boursiers ont une bourse d'aide à mobilité internationale, c'est-à-dire que si vous faites un programme à l'étranger, vous allez avoir de l'argent en plus de votre bourse, donc tout ça m'a aidé à financer. Et aussi, on pourrait dire, pour ce qui m'a aidé à financer, en fait, c'est faire des économies. Par exemple, ne pas manger sur le campus, ne pas vivre sur le campus, ça m'a fait économiser énormément, et j'aurais pas pu financer mes études si je n'avais pas fait toutes ces économies-là. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire que j'ai pas reçu d'aide de mes parents, souvent on pense que pour étudier aux États-Unis, il faut être un fils de riche, un fils ou fille de riche. Et c'est pas forcément le cas. Si vous voulez vraiment le faire, vous pouvez le faire, il faut juste trouver les moyens. C'est pas facile, évidemment, mais c'est totalement faisable. D'ailleurs, moi je suis parti qu'1 an, et si j'aurais peut-être pu partir 4 ans si j'avais pu trouver des bonnes bourses, mais c'était pas mon cas. Donc j'ai trouvé des solutions pour pouvoir réaliser mon rêve de manière accessible. Donc voilà, c'est possible sans pour autant débourser 50 000 $ par an. C'est totalement possible. Est-ce que tu te verrais dans un futur, au moyen terme, t'installer aux États-Unis? Et comment pressentirais ton quotidien et ton train de vie là-bas? Et en fait, ça c'est une question qui est très intéressante, parce que c'est une question que je me pose à moi-même. Est-ce que je veux vivre aux États-Unis plus tard? C'était mon cas avant. J'ai toujours voulu vivre aux États-Unis, le rêve américain, tout ça. Et puis j'y ai vécu. Je suis tombé encore plus amoureux de ce pays que je ne l'étais avant.
Et après, je suis rentré et il y a eu le coronavirus et j'ai réalisé énormément de choses. Premièrement, j'ai réalisé à quel point on était chanceux en France, parce que je vois à quel point beaucoup d'Américains peuvent avoir eu de nombreux problèmes dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et je vois aussi à quel point le pays se débrouille assez mal pour gérer cette crise, hein, il faut le dire. Alors c'est pas la seule raison, mais en fait c'est juste que je pense que si je veux vivre aux États-Unis, il faudrait que j'ai vraiment une très bonne situation. C'est-à-dire que soit je suis indépendant et je gagne beaucoup d'argent sur Internet, soit j'ai une entreprise qui me paye très bien et qui a une bonne couverture santé, etc. etc. En fait, voilà, moi ce qui me gêne avec les États-Unis, c'est que c'est très très difficile d'immigrer. Enfin, c'est pas extrêmement difficile, mais disons que si vous trouvez un emploi, il faut y rester, parce que c'est cet emploi-là qui vous donne ce visa. Donc si vous n'aimez pas votre emploi, vous perdez votre visa et vous rentrez chez vous. Et c'est aussi ce qui est arrivé à de nombreuses personnes, beaucoup d'expatriés, qui étaient aux États-Unis pendant la crise du coronavirus et qui ont perdu leur emploi et qui ont dû rentrer chez eux parce qu'ils ont perdu leur visa. Donc à moins d'avoir une carte verte, et pour avoir une carte verte, il faut être là très longtemps, ou alors il faut avoir de la chance si on est tiré au sort à la loterie, ou alors il faut se marier, et c'est pas vraiment dans mes projets. Donc c'est assez difficile en fait. Être immigré, être expatrié aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est assez instable. Donc c'est quelque chose que je ferais uniquement si ma situation est assez stable. Moi j'ai pas de problème avec le fait de vivre dans un autre pays que les États-Unis. Je vise notamment le Canada, j'aimerais beaucoup visiter le Canada et pourquoi pas m'y installer. Pour l'instant je compte rester en France un petit moment. Et puis après on verra. Mais voilà, si je pars vivre aux États-Unis, c'est vraiment que j'ai une bonne situation pour. Je préfère avoir une bonne situation en France que de travailler, d'avoir un travail stressant et qui ne m'intéresse pas aux États-Unis. Voilà. Combien de temps à peu près as-tu mis pour t'habituer à la vie quotidienne aux États-Unis? Est-ce aussi dur que tout le monde le dit d'après ton expérience? Je trouve pas ça difficile du tout, en fait, parce que les États-Unis c'est quand même un pays qui est assez proche de notre culture en France. Faut dire que déjà premièrement on est très influencé par la culture américaine, hein. On a beau vivre en France, on va aussi au McDo, on consomme des films américains. On a un peu tous vu à quoi ressemblaient les États-Unis à travers les films et les séries. Donc c'est pas non plus un choc culturel, quoi. C'est pas comme quand on arrive dans un pays qu'on connaît pas du tout et il faut apprendre toutes les coutumes, etc. Donc non, j'ai pas trouvé ça difficile du tout. Après, il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes avec la langue, ça n'a pas forcément été mon cas, mais oui, c'est vrai qu'on arrive dans un pays où c'est pas notre langue, je comprends que ça puisse être difficile de s'adapter. Autrement, voilà, pour tout ce qui est mode de vie, culture, c'est assez similaire à ce qu'on a ici. Et en fait, c'est ça qui me plaît, c'est que c'est assez différent pour se sentir dépaysé, mais en même temps assez proche pour pas forcément avoir de choc culturel. Donc c'est pour ça que je trouve que l'Amérique du Nord, c'est un pays qui est vraiment très sympa quand on a envie de vivre à l'étranger. Autrement, voilà, tout ce qui peut être intéressant, c'est toutes les petites anecdotes, les petites différences culturelles. Comme je vous le disais, moi j'ai étudié tout ce qui était culture américaine à la fac. Et, je m'y intéressais déjà beaucoup au début, donc je connaissais à peu près toutes les petites subtilités. Après, je pense que oui, forcément, si vous arrivez, vous voyez une américaine, vous lui faites la bise, elle va vous regarder un petit peu bizarrement. Ça, c'est des petites choses auxquelles il faut s'habituer, qu'on ne connaît pas forcément au début. Pareil, quand on veut conduire, le code de la route est un petit peu différent, donc il faut s'habituer, ça prend un peu de temps. Mais très franchement, je ne pense pas que ce soit très difficile de s'adapter au mode de vie américain, c'est très similaire à ce qu'on a en Europe. Je pense que d'ici une semaine ou deux, on peut vivre comme un Américain. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui t'intéressent à part les États-Unis? Eh bien oui. Ça c'est vrai que c'est un truc, quand les gens ils regardent ma chaîne YouTube, ils pensent un peu que je suis un gros fan des États-Unis, que je rends du drapeau avec fierté, je me sens un peu américain et tout. C'est pas du tout le cas. En fait, moi j'aime bien les États-Unis parce que c'est un peu mon domaine d'expertise entre guillemets, c'est là où c'est une culture qui m'intéresse, c'est avec cette culture que j'ai grandi.
Et voilà, j'ai toujours voulu en savoir plus et vivre un peu le mode de vie américain comme je l'expliquais un peu plus tôt. Par contre, ça ne veut pas du tout dire que je suis un gros fan des États-Unis et que c'est le seul truc qui m'intéresse dans le monde. J'adore voyager. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai voyagé en Amérique latine. Ça m'a beaucoup plu aussi. C'est des cultures que je trouve très intéressantes pour leur histoire et puis pour leur mode de vie, tout simplement. Donc il y a beaucoup d'autres cultures qui m'intéressent. C'est juste que c'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Et autrement, j'y suis jamais allé, mais je suis vraiment très intéressé par la culture asiatique, est asiatique. Par exemple, notamment la Chine, la Corée du Sud et le Japon. J'aime beaucoup la culture du Japon, j'adorerais y aller prochainement. Je dévore les vidéos de Ici Japon, je trouve que c'est génial, c'est hyper intéressant. Donc voilà, je suis pas non plus un gros fan des États-Unis qui n'aime que ça, j'aime beaucoup d'autres choses. Après, c'est vrai que j'ai grandi avec cette culture-là. Quand je dis que j'aime le Japon, ça veut pas dire que je suis un grand fan de manga ou quoi que ce soit, c'est juste que j'aime bien la culture en général. Après, je vais pas vous mentir, j'écoute surtout de la musique américaine, je regarde surtout des films américains. Voilà, ma culture se base beaucoup sur les États-Unis, mais je suis très ouvert et très intéressé par d'autres pays. Est-ce que tu es plus côte Est ou côte Ouest? Ça, c'est une bonne question parce qu'il y a toujours un peu cette division côte Est, côte Ouest. Je trouve que ça n'a pas forcément de sens parce que bon, les États-Unis, c'est pas juste l'Est et l'Ouest, il y a aussi le Sud, il y a le Sud-Ouest, le Sud-Est, il y a le Midwest. C'est énormément de zones. Après, moi, je vais vous dire, je suis plutôt là où j'ai vécu. La côte Est, c'est un peu ma zone de cœur parce que j'ai vécu 1 an à New York, j'ai vécu 1 an en Floride. Donc je vais dire côte Est. Et après, je vais vous admettre que moi, j'aime beaucoup la côte Est parce que c'est celle qui est la plus historique. Là, quand je dis côte Est, je pense surtout au nord-est, pas forcément au sud-est. Quand on va à New York, Washington, Philadelphie, Boston, c'est des villes qui sont super intéressantes. Moi, j'aime beaucoup les grandes villes et j'aime beaucoup l'histoire. Donc l'architecture, c'est vraiment très intéressant. La côte ouest, je pense que c'est très intéressant pour les paysages. Malheureusement, j'ai pas eu l'opportunité de les voir encore, ces paysages, donc j'adorerais faire ça prochainement. Après, voilà, j'ai été à Los Angeles. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup aimé, mais c'est aussi pour d'autres raisons, je vous expliquerai plus tard. Mais sinon, moi j'aime beaucoup les grandes villes, donc je dirais côte Est. Quel est ton état américain préféré? C'est un petit peu influencé, c'est pas neutre du tout, mais je vais dire New York. Parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est là où j'ai vécu. Je pense que c'est un état qui est magnifique, qui possède la plus belle ville du monde et qui en même temps, enfin, selon moi, ne venez pas me critiquer dans les commentaires, et en même temps des paysages incroyables. Il y a beaucoup de montagnes, il y a des forêts, il y a même la plage. Donc pour moi, c'est un endroit où il y a tout. La météo me plaît beaucoup. Il fait assez bon en été, il fait froid en hiver. On a un vrai hiver assez magique avec de la neige et tout. Donc voilà, moi je dirais New York. Après, je pense qu'il faudrait que je voyage un petit peu plus, que je découvre d'autres états. Et après, peut-être que je changerai mon avis. Quelles sont tes musiques, films et séries préférées? Comme je vous disais, moi c'est vrai que c'est surtout des choses très américaines. Musique préférée, j'aime beaucoup le rock. Je dirais que mon groupe préféré c'est les Black Keys. Après c'est juste un au hasard. J'en aime beaucoup d'autres. J'aime aussi beaucoup le rap des années 90 surtout, américain, toujours. J'aime la pop, j'aime beaucoup de choses, un peu tout ce qui se fait aux États-Unis, sauf ce qui est très commercial. Je suis pas fan de la musique très commerciale, mais j'aime beaucoup de choses. En ce qui est film, je dirais mes 3 grands classiques, ce serait Star Wars, Retour vers le futur et SOS Fantôme. C'est des films que j'adore, encore une fois, parce que j'ai grandi avec. J'aime beaucoup les films américains des années 80, je pense que c'est vraiment une époque qui était super pour le cinéma. Après, j'aime beaucoup les Disney, évidemment. Regardez ici, ça n'étonnera personne. Voilà. En ce qui est des séries, je ne suis pas un grand consommateur de séries parce que je dois avouer que ça me prend trop de temps et à chaque fois ça me saoule parce que je commence une série et puis ça va prendre des semaines, des mois pour la finir et souvent j'ai un peu la flemme. Donc les séries que je regarde, c'est surtout des séries un peu courtes où je peux vraiment étaler, limite je peux étaler le visionnage sur 2 ans. Des séries, des sitcoms, des épisodes de 20 minutes pour les compresser un petit peu.
Ma préférée, je pense, ce serait How I Met Your Mother, parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup That 70 Show aussi. Je pense que c'est assez connu en France. Si vous ne connaissez pas, allez voir. C'est très populaire aux États-Unis en tout cas. Si je vais dire objectivement la série que je pense être la meilleure série. Si je vais dire objectivement que la meilleure série, je dirais Breaking Bad. C'est vraiment une des seules séries à laquelle j'ai réussi à accrocher et je trouve que l'histoire est formidable. La manière dont c'est monté, c'est juste c'est magnifique et j'adore cette série. Mais en même temps, ouais, c'est un peu difficile à dire parce que c'est aussi une des seules séries que j'ai regardées. Donc c'est pas très objectif. Mais voilà, ce serait mon petit top de mes films, mes séries préférées. Après, pourquoi pas, je pourrais vous faire un classement dans une vidéo à part, ça pourrait être intéressant. Alors, outre la DeLorean DMC-12, quelle voiture américaine te fait le plus vibrer? Donc ça, c'est une question qui m'a été posée par Carpedia, c'est une chaîne YouTube qui parle d'automobile, et c'est très intéressant, j'aime beaucoup cette chaîne YouTube. Et donc, on a déjà parlé ensemble, il sait que j'adore la DeLorean. Je vous ai dit plutôt que Retour vers le futur était un de mes films préférés, donc évidemment, ça a du sens. J'aimerais bien plus tard, pourquoi pas, m'en acheter une, si j'en ai la possibilité. Et donc, à part celle-ci, la voiture qui me fait le plus vibrer, encore une fois, je pense que c'est grâce au cinéma qu'elle me fait vibrer, mais je dirais la Dodge Charger de 1969. C'est une voiture qui est vraiment... c'est une voiture que je trouve magnifique, elle est iconique. C'est celle qu'on voit notamment dans Sheriff Motor, Fast and Furious 1 aussi. Et puis, elle est juste superbe, elle est énorme, c'est un vrai bateau. Elle fait un bruit qui est magnifique. Elle est aussi assez rare. J'ai eu la chance d'en voir peut-être une ou deux aux États-Unis, puis quand on en voit, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Et sans exclure, bien sûr, de nombreuses voitures américaines qui sont légendaires et que j'adore. La Ford Mustang, les Chevrolet Camaro, Chevrolet Chevelle. Voilà, moi j'adore tout ce qui est muscle car. Après, voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup les voitures américaines en général, pas que. Mais, aussi, dans une autre mesure, on peut dire que c'est des voitures américaines, même si c'est des voitures américaines, même si c'est beaucoup moins classique. Je suis un gros fan de Tesla. Je trouve que ce qu'ils font, c'est incroyable. Évidemment, c'est pas de la grosse mécanique, parce que c'est des voitures électriques. Mais j'adore la high-tech. Les Tesla, c'est vraiment des voitures qui font. J'adorerais conduire ça, j'aimerais en avoir une. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec Dodge Charger, mais j'aime beaucoup. Est-ce que tu as pour projet de retourner aux États-Unis? Si oui, veux-tu y vivre toute ta vie? Donc ça, c'est une question à laquelle j'ai un petit peu répondu tout à l'heure. Par contre, je vais répondre à est-ce que tu as pour projet de retourner aux États-Unis? Alors oui, évidemment. Je voudrais nuancer un peu mes propos de tout à l'heure quand je disais qu'avec le Covid, on se rend compte de certains trucs sur les États-Unis, etc. Ça ne veut pas dire que j'aime pas les États-Unis, ça ne veut pas dire que malgré tout ce qu'on voit à la télé sur les Américains qui font un peu honte à la nation. Ça ne veut pas dire que j'ai changé mon avis sur les États-Unis, sur un pays que j'adore, sur une culture que j'adore. Et surtout, j'adore les Américains, pas tous, il y a plein d'Américains que je trouve très stupides. Mais voilà, j'ai énormément d'amis là-bas, donc évidemment, je vais y retourner aussitôt que je peux. Je pense que tant que j'habiterai en France, peut-être que j'y retournerai à chaque fois pour y vivre juste quelques mois. Comme ça, il n'y a pas trop de problèmes de visa. Pardon. Comme ça, il n'y a pas trop de problèmes de visa. On a juste à prendre un ESTA de 3 mois et on peut y vivre et puis s'immerger un petit peu dans la culture. Donc oui, je vais y retourner dès que possible, dès que la situation s'arrange. Là, c'est un petit peu compliqué, donc c'est pas trop dans mes projets. Mais dès que possible, j'y retournerai. Puis bon, je suis encore assez jeune, j'ai pas encore l'âge de louer une voiture sans me prendre trop de frais. Donc pour l'instant, ça va surtout être des petits voyages comme à New York, peut-être découvrir un peu la Californie, etc. Mais plus tard, j'aimerais beaucoup faire des grands road trips aux États-Unis, notamment de la côte est à la côte ouest. J'adorerais faire ça. Vraiment la mythique route 66, c'est un peu le road trip de rêve. Et j'aimerais beaucoup pouvoir rouler aussi. Pourquoi pas dans d'autres voyages le long de la Californie, découvrir un peu l'Oregon, l'État de Washington. Ça, c'est des coins qu'on ne connaît pas trop. Rouler à travers le Texas, parce que le Texas, c'est immense, c'est plus grand que la France.
Donc oui, il faut que je retourne aux États-Unis parce que j'ai pas vraiment eu l'opportunité de assez les découvrir à mon goût. Et je ferai ça très prochainement. J'espère pouvoir vous partager tout ça en vidéo. On va passer à la prochaine section de la vidéo et pour ça, on va aller au début du XXe siècle sur Main Street, USA, dans cette petite ville typique du Missouri. C'est parti. Là, on va un peu parler voyage aux États-Unis et découverte du pays. Ma première question, c'est est-ce qu'il y a une région américaine où il y a des Américains avec des origines françaises? Eh bien oui, la Louisiane, notamment la Nouvelle-Orléans, c'est un État qui était français auparavant. Et il y a encore aujourd'hui une communauté française qui est très importante. Ils continuent à apprendre le français, ou du moins leur dialecte qui est très proche du français et qui est assez drôle à écouter d'ailleurs. Je vous recommande de faire quelques recherches si ça vous intéresse. Donc oui, si vous êtes intéressé par la francophonie aux États-Unis, je vous conseille vraiment de vous renseigner sur la Louisiane. C'est un endroit qui est super intéressant historiquement et culturellement. Je n'y suis jamais allé, mais j'aimerais beaucoup vous présenter ça. Et je compte faire une vidéo sur tout ce qui est francophonie aux États-Unis d'ailleurs. Quelles sont les meilleures destinations touristiques? Faut-il mieux faire un long ou court séjour? Ça, c'est très difficile à répondre. J'ai l'impression que je suis très mal placé pour en parler. Parce qu'en fait, j'ai pas visité tant d'endroits que ça aux États-Unis. J'ai visité toute la côte est, enfin nord-est. J'ai visité un peu le sud, la Floride, un petit peu la Géorgie. À l'ouest, j'ai juste été à Los Angeles et Las Vegas, donc autant vous dire que c'est rien du tout. Donc vraiment, je saurais pas vous dire. Je pense qu'il vaut mieux privilégier des longs séjours où on peut vraiment s'immerger dans la culture. Si aux États-Unis, effectivement, quand on y va juste une semaine, on peut voir les grands monuments, mais ça ne permet pas vraiment de découvrir la culture américaine. Donc long séjour, si possible, le plus long possible. Et le mieux, ce sera soit de louer une voiture si vous avez l'âge et l'argent, soit de prendre le bus, ou même l'avion si vous voulez aller plus loin. Mais les bus sont pas chers du tout et vous pouvez aller à plein d'endroits différents. Je recommande vraiment de regarder du côté de Megabus par exemple, ou Greyhound, où vous pouvez découvrir plein d'endroits autour de votre ville. Si vous allez à New York, vous pouvez aller à Philadelphie, Boston, Washington. Donc je recommande vraiment de faire ça, découvrir plein d'endroits. Et si vous avez l'opportunité, découvrir pas forcément des villes, mais aussi des petits villages, quoi, en fait, des endroits pas très connus. Si possible, faites-le, parce que c'est là qu'on va vraiment découvrir la vraie culture américaine, loin des villes, et aussi, ce qui vous rappellera un peu les films, les séries américaines, la vraie vie, quoi. On me demande ensuite, est-ce que tu aurais des petits conseils pour voyager aux États-Unis? Par exemple, si on est 10 jours à New York. Un peu la même chose, 10 jours à New York, c'est énorme. C'est bien, vraiment, si vous avez le temps, vous avez un bon appart, vous voulez vivre un peu la vie new-yorkaise, mais si vous voulez juste visiter, allez ailleurs, prenez des bus. Et autrement, petit conseil dans les choses à savoir si vous voyagez aux États-Unis, évitez évidemment juillet-août, il y aura plein de monde, ça va être horrible. Que ce soit partout, hein, pour visiter les parcs nationaux, pour visiter New York, voilà, évitez juillet-août, allez hors saison. Dans les choses à savoir, moi je parlerai du pourboire. C'est un truc que tout le monde ne sait pas forcément. Mais aux États-Unis, on laisse ce qu'on appelle un tip. Et c'est un pourboire. Quand vous allez au restaurant, vous ne payez pas juste la note, vous rajoutez entre 15 et 20%, voire plus si vous êtes très satisfait, qui ira au serveur. Parce que les serveurs sont payés à peu près, ça dépend des États, hein, mais ça peut aller entre 3 et 7 dollars de l'heure. 7 dollars si ils sont chanceux. Et donc le pourboire va le payer en fait, parce qu'ils sont pas bien payés par leur employeur, et c'est normal, c'est considéré normal de payer avec un pourboire. Donc faites-le, c'est le cas dans les restaurants, c'est le cas dans les bars, c'est le cas si vous prenez des bus touristiques par exemple, souvent le chauffeur vous demandera un pourboire. Donc faites très attention à ça, et si vous en donnez pas, vous serez vraiment vu comme une ordure.
Donc c'est vraiment mieux de le savoir au départ. Conseillerais-tu la Floride comme état où s'installer pour des expatriés français? Alors la Floride, il y a un truc que je trouve assez rigolo, c'est que ça fascine les Français, notamment Miami, tout ça, ça a l'air super cool. En vrai, la Floride pour les Américains, c'est vraiment vu comme c'est la honte de l'Amérique pour les Américains. C'est vraiment vu comme l'endroit où il y a les pires personnes. On parle souvent d'ailleurs de Florida Man, parce que quand il y a des articles un peu dingues, ça vient souvent de Floride, c'est un homme de Floride qui fait des trucs complètement cinglés. Donc la Floride, c'est vraiment vu comme l'endroit où il y a les pires de toute l'Amérique, les pires personnes de toute l'Amérique. Autrement, c'est aussi vu comme un refuge de retraités. Il y a plein de retraités qui vont passer leurs beaux jours en Floride parce qu'il fait chaud. Mais ouais, c'est un peu vu comme endroit où vont toutes les personnes âgées. Donc est-ce que c'est un bon endroit? Franchement, je sais pas. Moi j'ai beaucoup aimé vivre en Floride, mais je sais pas si je voudrais y passer ma vie. Je sais qu'il y a plein d'expatriés français à Miami, donc si vous voulez vivre à Miami, que vous aimez cette ville, pourquoi pas. Je pense que vous pourrez passer des bons moments. Après, moi c'est pas un endroit où j'aime particulièrement vivre. La météo est très difficile, c'est très humide. Il fait super chaud toute l'année, alors ça peut faire rêver comme ça, mais en vrai, c'est pas forcément agréable quand il fait trop chaud. Et en plus, comme c'est très humide, il pleut tout le temps. Donc, enfin tout le temps, surtout en été, dans la saison des pluies évidemment, mais c'est pas de la petite pluie, hein, c'est des gros orages. Donc la Floride c'est très agréable, si vous pouvez y vivre un petit coup, faites-le. Mais voilà, testez avant d'y aller définitivement, parce que c'est pas un endroit qui plaît à tout le monde, et vous vous rendrez compte qu'à part Miami et Orlando, c'est vraiment assez conservateur, et ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, comme je vous dis, c'est un peu vu comme la honte de l'Amérique pour certains Américains. Donc, quand j'ai dit à mes amis new-yorkais que je partais en Floride, ils m'ont tous regardé, genre je partais chez les débiles, quoi. Selon toi, est-ce que New York est un bon endroit pour étudier? Pareil, oui et non. En fait, ça dépend de ce que vous cherchez. New York, c'est une ville que je trouve géniale. J'adore New York, c'est sûrement ma ville préférée. Est-ce que c'est bien pour étudier? Je sais pas, parce qu'en fait, c'est une grande ville. Donc, si vous voulez chercher l'expérience typique américaine dans un campus américain, New York, c'est pas top, quoi, parce que vous allez vivre en centre-ville, donc dans des bâtiments, là où il y a plein de touristes, là où il y a plein de gens qui vont travailler. Donc vous n'avez pas vraiment cette expérience de campus, vous voyez, comme vous avez dans les séries et les films. Et comme j'ai eu la chance d'avoir aussi, vous avez un campus où tout le monde vit un peu, c'est cette sorte de mini-ville. Alors c'est pas le cas de Columbia. Columbia c'est un petit peu plus éloigné du centre-ville, donc vous avez quand même un campus. Mais si vous allez à NYU par exemple, c'est au sud de Manhattan, et puis bon, vous n'avez pas vraiment cette expérience de campus. Donc c'est sympa si vous voulez expérimenter la vie new-yorkaise, mais je ne le recommanderais pas forcément à quelqu'un qui veut une expérience typique de fac américaine. Quelle est ta région préférée des États-Unis? Je dirais le nord-est, parce que c'est là où il y a énormément d'histoire, une architecture qui est magnifique, et surtout je trouve que c'est ce qui correspond, ce qu'il y a de plus proche à l'Europe, dans les idéologies, dans le style, etc. Donc quand on vient d'Europe et qu'on va dans le nord-est, on s'y retrouve un petit peu, un peu plus que si on va dans le sud ou sur la côte ouest. On retrouve un peu des très jolis bâtiments, on retrouve des idéologies un peu proches de l'Europe, un peu plus progressives, ce qui me correspond un peu mieux personnellement. Donc voilà, moi je trouve que c'est ce qui me correspond le mieux. Après, encore une fois, j'ai vécu majoritairement là. Comme je disais, le sud, j'ai testé la Floride, ça ne me dit pas grand-chose. Je pense que c'est ma région préférée. Après, je pense notamment à l'ouest, il y a des paysages magnifiques que j'adorerais voir en vrai, comme j'ai dit un petit peu plus tôt au début de cette vidéo. Donc c'est très difficile à dire, mais si je devais choisir personnellement, je dirais le nord-est. On va passer maintenant aux questions YouTube. Et la première question est bien sûr, pourquoi as-tu lancé ta chaîne YouTube? Et la réponse est tout simplement parce que j'avais envie de gagner beaucoup d'argent. Non, en fait, très sincèrement, c'est parce que j'ai toujours aimé créer des choses depuis tout petit. Et au début, je voulais créer... j'ai toujours fait des sites internet, des blogs, des trucs comme ça. Et à la base, je voulais faire
une vidéo sur l'histoire de New York. C'est le truc que j'avais vraiment envie de faire, parce que ça m'intéressait. J'avais fait un exposé au lycée là-dessus. Et je me suis dit, j'ai grave envie d'en faire une vidéo. Et à la base, je voulais faire une chaîne YouTube sur l'histoire des villes. Et voilà, j'ai commencé à travailler sur cette vidéo sur New York. Et c'est un jour, en regardant le Super Bowl, que je me suis dit, mais c'est vraiment cool la culture américaine, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Je pourrais faire ça en fait, j'ai vraiment eu un flash dans ma tête. Et c'est là que j'ai commencé à penser au concept des documentaires Captain America, où je pourrais expliquer un peu toute la culture américaine. Et puis voilà, on en est là aujourd'hui. J'ai vraiment commencé sans prétention en me disant j'ai envie de faire ça pour m'amuser. Et puis maintenant on en est là, plus de 50 000 abonnés, donc merci beaucoup de me suivre. J'espère qu'on ira encore plus loin. Question suivante. Est-ce qu'un épisode qui retrace le mandat des présidents est envisageable ? Je ne pense pas, parce qu'il y a beaucoup de présidents, il y en a qui sont intéressants, il y en a qui sont un peu moins intéressants, et surtout c'est quand même très ciblé. Je pourrais le faire, c'est les gens qui sont intéressés, peut-être à l'avenir, mais je suis pas sûr que beaucoup de gens soient intéressés par une vie de l'histoire de Franklin Roosevelt. Je sais pas, peut-être, mais par contre il y a un truc que je peux faire, que j'avais commencé à faire et que je n'ai jamais vraiment poursuivi, mais je pourrais continuer à le faire. C'est sur Twitter, j'avais fait le président du jour. Et cette question me donne envie de le refaire, donc je pourrais refaire le président du jour où je fais un thread avec plusieurs tweets qui expliquent qui est ce président, qu'est-ce qu'il a fait et quelques anecdotes. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse et suivez-moi sur Twitter, je mets mon compte juste ici pour me dire si ça vous intéresse et puis aussi pour poursuivre tout ça. Puis suivez-moi tout court parce qu'en fait je dis des choses intéressantes, je crois. Est-ce qu'il y aura d'autres épisodes de Captain America sur les villes comme celle de Détroit à Las Vegas ? Ben oui, parce que moi j'adore l'histoire des villes, comme j'ai dit tout à l'heure, à la base je voulais créer une chaîne juste là-dessus. Et je pense parler pour la prochaine de Atlantic City, parce qu'elle a connu un déclin assez similaire à celui de Détroit. J'y ai été à Atlantic City et j'étais très surpris. Maintenant c'est une ville, c'est un peu ville fantôme, avec les ouragans, puis aussi il y a beaucoup moins de touristes. Donc je vais en parler, j'aimerais bien parler de Chicago, j'aimerais bien parler de Los Angeles, j'aimerais bien parler de San Francisco, enfin bref, il y a plein de villes que j'aimerais évoquer. Donc oui, je ne suis pas prêt de m'arrêter, ça va peut-être prendre quelques années, je dis pas que ça arrivera le mois prochain, mais c'est prévu. Combien de temps consacres-tu en moyenne pour écrire, tourner, monter une vidéo ? Ça dépend vraiment de la vidéo. Des fois, ça peut prendre 3-4 jours. Un épisode de Focus, généralement, je mets à peu près 2 jours pour les recherches et l'écriture. Je vais tourner peut-être en 2 heures. Parce que je suis assez nul en fait en face caméra, comme vous pouvez le voir actuellement, je pense. Donc je me plante souvent, ça prend des heures, même si la vidéo dure 10 minutes. Et le montage, un petit peu moins d'une journée. Mais en fait, c'est très difficile à dire parce que généralement, j'étale beaucoup. C'est-à-dire que je ne vais pas faire une session de montage de 2 heures, je vais faire du montage pendant 1 heure, après je vais faire autre chose, après je vais revenir au montage, etc. Et jamais vraiment calculer. Après un épisode de Captain America, je pense que j'ai pu essayer un peu pendant le confinement de faire que ça et rien d'autre. Parce qu'avant je cumulais avec mes cours ou avec mon travail. Généralement ça met à peu près 2 semaines entre l'écriture et le montage. En sachant que c'est des épisodes d'à peu près 15 minutes. Donc quand c'est des épisodes d'une demi-heure, vraiment ça peut prendre jusqu'à 1 mois. Mais encore une fois, c'est pas vraiment quantifiable parce que ça dépend vraiment de ce que je fais à côté et j'ai jamais vraiment calculé. En tout cas, je travaille énormément d'heures dans la semaine, on n'est pas sur du 35 heures, ça je peux vous l'assurer. Comment trouver un job aux États-Unis ? Alors ça n'a rien à voir avec YouTube, mais j'ai mis dans cette catégorie parce que je ne peux pas répondre à cette question comme ça. Mais par contre, il y a des gens qui l'ont fait et qui peuvent vous en parler. Et donc c'est là que je vous invite à écouter mon podcast The Eagles. Qui est un podcast dans lequel j'interviewe des gens qui sont partis vivre aux États-Unis pour travailler ou faire autre chose, même étudier ou voilà, peu importe. Pour l'instant, il n'y a que 2 épisodes, ça sort vraiment pas de manière régulière, ça sort quand j'ai une idée et que je trouve quelqu'un à interviewer. Donc là, j'en ai d'autres qui sont planifiés, bien sûr, il y a d'autres personnes que je compte interviewer. Abonnez-vous, écoutez ça dure généralement 1 heure, voire plus. Et ça vous permet d'avoir d'autres points de vue parce que moi, oui, je suis parti vivre aux États-Unis, mais j'ai eu mon expérience à moi. Je n'y vis plus actuellement. Donc c'est bien que vous puissiez écouter d'autres témoignages parce qu'on a tous des histoires différentes et vous pouvez tous vous inspirer de ces histoires-là. Donc voilà, plutôt que prendre uniquement mes conseils à moi, c'est bien aussi d'avoir des retours d'autres personnes. Est-ce que tu gagnes bien ta vie avec YouTube ? En fait, YouTube, c'est pas mon métier, donc je gagne pas du tout ma vie avec.
Avant le confinement, je pouvais toucher des fois 100 € par-ci par-là. J'ai aussi ma page Tipeee sur laquelle je récolte à peu près 5 €, 8 € par mois je crois. Eh bien, merci beaucoup à tous les tipeurs, c'est pas grand chose mais en vrai, moi ça me fait toujours plaisir. Rien que l'intention est déjà énorme pour moi. Et depuis le confinement, bon, j'ai quand même eu une grosse poussée des vues. J'ai beaucoup plus de vues qu'avant, donc j'ai pu gagner pas trop mal. Au maximum, j'ai gagné 1 000 € au mois de juin, je crois. Je préfère être assez transparent avec vous, je m'en fiche. Mais c'est pas du tout mon salaire. Voilà, j'ai assez bien gagné ces derniers mois, et ce que je considère assez bien, c'est pas du tout un salaire, parce qu'il y a encore les charges. Ça reste une entreprise, donc il y a de l'argent qui va repartir à l'État, c'est pas tout à moi. Mais voilà, ça m'a fait plaisir quand même qu'enfin mon travail soit récompensé, parce que ça fait quand même presque 4 ans que je fais tout ça. Après voilà, moi je continue à faire ça pour le plaisir. Si vous voulez me soutenir sur Tipeee ou sur YouTube, allez-y. Mais pour l'instant, ce n'est pas mon métier. Par contre, ça me mène à la prochaine question. Ton travail sur YouTube, tu pourrais-il départ sur ton avenir professionnel? Oui. Non pas parce qu'on va venir me voir en disant hey, j'adore ce que tu fais, on va t'embaucher, absolument pas. Par contre, ça me fait de l'expérience parce que tout ça, je le fais moi-même, je le fais tout seul. Et ça, je pense que montrer ça aux recruteurs, ça apporte beaucoup. D'ailleurs, moi, ça m'a apporté beaucoup. Et ceux qui me suivent sur Twitter le savent. Ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, je préfère ne pas le dire ici. Mais voilà, ça apporte beaucoup de choses. Quelle est la vidéo dont tu es le plus fier? La vidéo dont je suis le plus fier, je dirais celle de Las Vegas. Je trouve qu'elle rend vachement bien. Elle est très longue en plus, elle dure plus de 40 minutes. Je crois que c'est la plus longue de la chaîne pour l'instant. Et je trouve qu'elle fait assez professionnelle et surtout c'est une histoire que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les histoires de gangsters, j'adore les films de Scorsese, je m'en suis beaucoup inspiré. D'ailleurs il y a un film de Scorsese sur ces histoires-là. Et elle retrace toutes les histoires que j'aime bien, les années 30, les années 50, les années 60, les années 80. Donc c'est une vidéo que j'aime beaucoup et je trouve qu'elle est assez aboutie, j'ai passé beaucoup de temps dessus, donc je pense que c'est celle dont je suis le plus fier. Et l'autre question, c'est quelle est la vidéo que tu as préféré réaliser? C'est un petit peu différent. Moi, je dirais la vidéo au meeting de Donald Trump parce que c'est très cool à faire, tout simplement. C'est la première fois que j'allais vraiment sur le terrain et que je pouvais parler à des Américains pour mes vidéos. Plutôt que vous dire qui sont les électeurs de Trump, qui sont les gens qui sont contre Trump, je préfère vous les montrer, je préfère les laisser parler et vous faites votre propre avis. Et c'est la première fois que je faisais un vrai travail journalistique comme ça, en reportage sur le terrain. Et en plus, c'était hyper marrant à faire. J'ai des anecdotes assez drôles, par exemple. J'avais pas le droit de rentrer dans le stade avec mon sac à dos. J'ai dû cacher un peu mon sac sous mon bras pour que la sécurité ne me voit pas. Il y avait des gens très gentils d'ailleurs. Les pro-Trump sont très gentils. En général, pas tous, mais ceux que j'ai rencontrés sont très gentils. Qui voulaient me garder mes affaires et tout, j'ai préféré pas le faire quand même. Parce que je suis français. Donc, souvent les Français, on aime bien se méfier de tout, même si les Américains, c'est pas leur cas. Donc je suis rentré, les services secrets après ils ont pris mon sac, eux ils s'en fichaient un peu, ils se sont dit si elle a pu entrer dans l'arène c'est qu'il n'y a pas de problème. Par contre ils ont retrouvé mon costume de Disney parce que je revenais du travail. Donc il y avait mon costume de Disney, à l'époque je travaillais dans le restaurant de la Belle et la Bête, j'avais un costume, je vais vous mettre l'image ici, un petit peu ridicule. C'était un moment de solitude mais vraiment difficile quand t'as le service secret qui sort ton costume de ton sac qui te regarde en mode mais c'est quoi ce clown? Enfin bref, c'était très drôle à faire. J'ai pu voir Donald Trump de très loin, mais bon, c'était assez fun. Donc c'est vraiment la vidéo que j'ai kiffé faire. C'était vraiment super sympa. Il y avait un peu de stress au début, un peu de stress à la fin aussi avec les deux mecs bourrés là. Je savais pas trop où ils voulaient en venir. Mais au final, j'ai passé un très bon moment. C'est très sympa. Repas dessus, des vidéos sur les sports américains, oui. La crosse, les sports automobiles, les NASCAR, Monster Jam, etc. Beaucoup me demandent de faire des vidéos sur le catch, peut-être que je le ferai, pourquoi pas. Donc oui, je ferai des vidéos sur le sport américain. Et enfin, pourrais-tu nous faire un Captain America sur Hollywood, plein de strass et de paillettes? Alors oui, bien évidemment, parce que j'adore le cinéma américain, j'adore les strass et les paillettes. Et d'ailleurs, je vais vous y emmener tout de suite.
Alors, on va parler de société américaine en général et on m'a posé comme première question, qu'est-ce que tu penses de l'Amérique profonde? C'est une question qui est assez intéressante parce que l'Amérique profonde, j'ai l'impression qu'en français, c'est un terme un peu fourre-tout pour parler de tous les Américains qui vivent pas à New York ou à Los Angeles, un peu comme c'était tous des gros beaufs blancs et racistes. C'est un peu l'image qu'on a quand on dit Amérique profonde. En soi, quand on parle d'Amérique profonde, on parle un peu des campagnes et des gens qui n'habitent pas dans les villes. Et je pense que l'image que l'on peut avoir de ce qu'on dit Amérique profonde n'est pas forcément ce qu'elle est réellement. Par exemple, souvent quand on pense au cliché du mec du sud, blanc, raciste, pas très agréable, pas très sympa, c'est pas du tout ce que j'appellerais l'Amérique profonde. Pour moi, ces gens-là, c'est surtout des gens qui viennent de ce qu'on appelle les suburbs, les banlieues, qui habitent autour des villes, qui ne viennent pas forcément que du sud, il y en a beaucoup dans le nord aussi. Et croyez-moi, ces genres de personnes auxquelles j'ai eu beaucoup à faire quand je travaillais en Floride. Alors certes, c'est des gens pas agréables du tout. Je pense qu'on pourrait mettre dans ce cas celles qu'on appelle, on appelle ça les Karen, c'est les femmes un peu chieuses, quoi, très républicaines, qui fait très conservatrice. Donc voilà, c'est un peu l'image négative qu'on a souvent des États-Unis en France, surtout en ce moment parce qu'on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà, mais moi j'appellerais pas du tout ça l'Amérique profonde. L'Amérique profonde pour moi c'est vraiment les gens qui habitent à la campagne, peut-être dans des ranchs très, très isolés de l'Amérique Hollywood, en gros, qu'on a un peu l'habitude de voir. Et je pense que ces gens-là peuvent être très surprenants et très intéressants. Et j'aimerais beaucoup en rencontrer. Des gens qui un peu déconnectés de pas forcément de la modernité, mais voilà, qui vivent de manière un peu plus traditionnelle. Et c'est pas forcément des blancs racistes un peu trop conservateurs. Souvent c'est des gens qui sont pas forcément impliqués dans la politique et qui vont voter pour la personne qui les servira le mieux, que ce soit de manière économique, etc. C'est pour ça que Trump, c'est une raison pour laquelle Trump a été élu justement, parce que voilà, il y a des gens qui avaient perdu leur emploi par exemple, ou il y a des gens qui à cause de lois environnementales ne pouvaient pas faire leur travail correctement, etc. etc. Il ne faut pas généraliser. Après effectivement il y a aussi ce qu'on appelle les rednecks. Eux effectivement on pourrait dire que c'est l'Amérique profonde, c'est pas forcément les gens en qui je m'identifie le plus. Voilà, moi je pense que c'est important de penser au fait qu'aux États-Unis, il y a énormément de différents types de personnes. Et il faut prendre ça en compte. Il n'y a pas genre les Américains des villes et l'Amérique profonde. Il n'y a pas l'Amérique d'Obama et l'Amérique de Trump. Ça, c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. Il y a plein de gens différents avec des cadres de vie différents et des idéologies différentes. Donc il faut bien prendre ça en compte. Ensuite, le niveau de vie moyen aux États-Unis est-il si différent comparé au niveau de vie en France? Eh bien, oui et non. Pour un Américain moyen, effectivement, c'est assez similaire à ce qu'on peut vivre en France. Un Américain qui a une bonne entreprise aura une bonne mutuelle santé. Généralement, ils seront un peu mieux payés. Mais bon, le coût de la vie peut être un peu plus élevé selon où ils habitent, donc ça dépend. S'ils habitent New York, ça sera un peu plus élevé. Mais bon voilà, en général, les salaires sont un peu plus élevés aux États-Unis, surtout dans les grandes villes. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. C'est vrai que les Américains vivent plutôt bien en général, si on regarde la classe moyenne, parce qu'ils font beaucoup de crédits.
Donc voilà, ils ont en général 2 voitures, parfois 3. Il y a un truc qui est différent par rapport à notre mode de vie, par contre, c'est qu'ils partent très peu en vacances. Que les Américains, ils ont seulement 2 semaines de vacances dans l'année, à peu près, hein, ça peut être plus dans les entreprises. C'est minimum 2 semaines et bon, c'est vraiment plus. Donc c'est vrai que les vacances, ça fait pas forcément partie de la vie de l'Américain moyen. Souvent, il part une semaine par-ci par-là. Ça va être la grosse semaine de vacances de l'année, ou alors ils vont profiter pour partir un week-end, voir quelqu'un dans la famille, etc. etc. Après, moi, ce dont j'aimerais parler, c'est le fait qu'aux États-Unis, il y a des gens qui sont très pauvres. Je ne vais pas me dire qu'il y a aussi des pauvres en France, c'est vrai, il y a aussi des pauvres en France, hein, je suis d'accord. Mais là, c'est quand même quelque chose d'assez différent. Il y a beaucoup de gens, comme vous, comme moi, qui doivent cumuler 2-3 jobs, qui travaillent 50, 60, 70 heures par semaine. J'ai des collègues qui travaillaient 70 heures par semaine parce qu'ils devaient payer leur loyer, ils devaient payer leurs dettes, etc. etc. Donc voilà, le cadre de vie moyen est assez agréable aux États-Unis, mais c'est le cadre de vie moyen. Il faut prendre en compte le fait qu'il y a des gens qui sont très pauvres et on peut très facilement se retrouver à la rue aux États-Unis, beaucoup plus facilement qu'en France en tout cas. J'ai entendu parler des nannies au père aux États-Unis, qu'en est-il? Oui, c'est vrai que le système des nannies aux États-Unis, c'est assez intéressant. Parce que nous, les nounous en France, souvent c'est une personne qui va accueillir peut-être 5 enfants dans sa maison. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Souvent, il va y avoir une personne qui va venir dans votre maison pour s'occuper de vos enfants. Donc ça, c'est des nannies. Et effectivement, comme m'a demandé cette personne dans cette question, il y a des nannies au pair. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous êtes jeune, surtout si vous êtes une fille. Si vous êtes un garçon, c'est compliqué. Vous pouvez partir pendant 1 an aux États-Unis au pair, donc pour être nounou. En fait, vous êtes nourri, logé par la famille, payé, et en contrepartie, vous vous occupez de vos enfants. Tout le monde ne fait pas ça, hein, bien sûr. Généralement, on peut avoir des nannies américaines. Mais c'est vrai que beaucoup d'Américains prennent des étrangers, étrangères majoritairement, pour s'occuper de leurs enfants. Donc c'est ça, être au pair. Et ça se fait pas qu'aux États-Unis, hein, ça se fait dans d'autres pays. Ensuite, on me demande les fusillades aux États-Unis sont-elles si régulières que le disent les médias français? Les gens en ont-ils peur? Oui, elles sont très régulières. Si on regarde les chiffres, il y en a presque tous les jours. En moyenne, il y en a une par jour. Sachant qu'une fusillade, je crois que c'est quand il y a au minimum 4 morts, quelque chose comme ça. Je ne suis pas certain, ça va vérifier. J'ai fait ma vidéo sur le sujet il y a très longtemps. Il y a des choses que j'oublie. Mais oui, c'est très fréquent. Par contre, est-ce que les gens en ont peur? Pas vraiment. Les gens n'y pensent pas en fait. Pareil, il y en a une par jour, mais les États-Unis c'est très grand. Ça ne veut pas dire que si vous sortez dehors, vous risquez à tout moment de vous faire tuer. Pas du tout. En plus, souvent les fusillades qui arrivent, c'est dans les gangs, ce genre de milieu, donc ça n'arrive pas forcément. Ça n'arrive pas forcément à n'importe qui. Après, moi j'étais à Orlando quand il y a eu la fusillade du Texas l'année dernière, je crois, dans le Texas, une grosse fusillade, et je me souviens que à ce moment-là, tout le monde a commencé à avoir peur en disant c'est un pays hyper dangereux. Tout le monde regardait la télévision, je me rappelle, dans la salle de pause. Et donc c'est vrai que ça choque à chaque fois qu'il y a une grosse fusillade. C'est des petites fusillades aussi. Mais quand il y a des grosses fusillades comme il y a eu dans le Texas l'année dernière, ce qui arrive peut-être une fois par an, presque, ça fait peur, ça choque. Au bout de quelques jours, souvent on passe à autre chose. Quel est l'impact des drogues aux États-Unis, et notamment les opioïdes? Est-ce que c'est réellement visible pour un Américain lambda ou est-ce que les Français en font tout un fromage? Ça c'est pareil, je saurais pas trop dire parce que je sais pas, je connais personne qui prend de la drogue. Alors c'est vrai que dans la rue il y a beaucoup de SDF et souvent ça se voit qu'ils sont pas très bien, ils sont souvent fous. On peut devenir fou naturellement, bien sûr, sans prendre de drogue, mais bon voilà, je pense que beaucoup prennent des drogues pour se sentir mieux. Et ça se voit qu'ils ont le cerveau très endommagé. Il y a des gens dans la rue qui crient, qui hurlent. Je sais pas du tout si c'est les opioïdes, je ne connais rien en drogue, je suis désolé. Par contre, niveau drogue, je pourrais parler de la marijuana. C'est vrai que là où j'ai été, c'est assez fréquent. À New York, ça se sent la marijuana un peu partout. À la fac, on me disait est-ce que tu as déjà fumé de la marijuana? La réponse est non. Et le mec m'a répondu tu sortiras pas d'ici sans avoir fumé. Il s'avère que je suis sorti de la fac sans avoir fumé, mais voilà, à peu près tout le monde en fume. Alors que les gens fument peu de cigarettes.
c'est assez étonnant. Il y a beaucoup moins de fumeurs de cigarettes, par contre, il y a beaucoup plus de fumeurs de... Los Angeles, pareil, ça pue. C'est tire. Comment font les Américains pour prendre leur retraite? Sujet qui est effectivement assez intéressant parce que souvent on prend un peu notre système pour acquis en France alors que c'est pas le cas partout. Aux États-Unis, c'est assez similaire, hein. On va vous prendre des taxes sur votre salaire qui vont payer votre retraite. Mais il ne faut pas vraiment compter dessus parce que très franchement, à la fin de votre retraite, on peut prendre à partir de 62 ans je crois. Et sinon c'est plus autour des 70. Vous n'aurez pas grand chose à la fin, moins de $1000 par mois en général, sauf si vous avez eu un très gros salaire. Donc en général, les Américains vont mettre de côté eux-mêmes, ou alors ils vont avoir des systèmes mis en place par leur employeur qui va leur permettre de mettre de côté eux-mêmes. Ça va être des placements en bourse par exemple, ça va être placé par leur employeur. Et d'autres, ceux qui ont un peu plus d'argent, le font eux-mêmes et vont profiter de leurs propres économies pendant leur vieux jours. Ce n'est pas rare du tout pour une personne retraitée de travailler parce qu'ils n'ont pas assez d'argent à cause de leur retraite. Moi-même, j'ai déjà travaillé avec des gens de plus de 70 ans. À Disney, il y avait des gens qui faisaient des travaux très difficiles, qui avaient pourtant pas loin de 80 ans, quoi. Donc c'est quelque chose qui surprend beaucoup en France. Vous allez aller au Burger King ou au McDo, vous êtes servi par des vieux, quoi. Donc, c'est vrai, voilà, la retraite, on le prend beaucoup comme pour acquis. C'est un système qui fonctionne assez bien en France. J'espère que je ne vais pas me faire dégommer dans les commentaires. Mais c'est pas le cas partout. Et aux États-Unis notamment, il faut bien faire attention si on veut bien vivre ses vieux jours. Alors évidemment, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a beaucoup qui vont s'installer en Floride et tout. Il y en a qui vivent bien leur retraite, hein, mais voilà, il faut faire attention. Après cette séquence, j'avais un peu faim. J'ai donc décidé de me rendre dans les années 90, toujours à Hollywood, à l'apogée des plus grandes stars américaines comme Sylvester Stallone, Bruce Willis ou encore Arnold Schwarzenegger. Alors on arrive à la dernière section de la vidéo, on va parler politique. Et la question qu'on m'a posée c'est: penses-tu que Joe Biden a une chance de gagner la présidence de 2020 ? Et l'Ohio est-il un état décisif pour les élections ? Est-ce que je pense que Joe Biden peut gagner les élections ? Oui, je pense qu'il peut. Par contre, je ne suis pas convaincu qu'il va gagner. Je pense que c'est une grosse erreur que font beaucoup de médias c'est de penser que, et même médias américains, c'est de penser que tout le monde déteste Donald Trump et que Joe Biden va forcément gagner. En fait, il faut savoir que Joe Biden n'est pas si populaire que ça. J'ai même moi-même un peu de mal à comprendre pourquoi c'est le candidat démocrate dont les gens ont voté, les gens ont choisi. Il y a toute une analyse à faire à ce sujet-là. J'ai un peu l'impression que c'était un peu la solution un peu facile parce que c'est celui que vous connaissez le mieux, c'est celui qui a le plus d'expérience. Donc je pense que c'est pour cette raison que les gens ont voté pour lui. Mais je ne pense pas forcément qu'il va gagner. Et je pense qu'une des grosses erreurs qu'on fait, c'est de penser que les États-Unis, c'est juste ce qu'on voit sur Twitter et Hollywood. C'est pas le cas. C'est pas parce que tous les acteurs américains et tout le monde sur Instagram et sur Twitter dit que Trump c'est un connard ou je sais pas quoi et qu'ils vont voter pour Joe Biden que c'est le cas de tous les Américains. Et en fait, il y a plein d'Américains qu'on n'entend pas forcément, qu'on voit pas sur Internet, qu'on voit pas à la télé. Qui sont pour Donald Trump, pour une raison ou les autres, pour une raison ou une autre. Et il y a aussi plein d'Américains qui détestent Joe Biden, c'est comme ça. Donc il n'a pas du tout gagné d'avance. Trump a encore beaucoup de chance. Et en plus de ça, on ne sait jamais ce qui peut arriver en fait. Les élections, c'est encore dans quelques mois. Il s'est passé tellement de trucs ces derniers mois qu'il peut y avoir un scandale qui va tomber, il peut y avoir des pays étrangers qui vont influencer les élections. Ça s'est fait la dernière fois, donc ça peut se faire encore une fois. Donc voilà, je suis pas du tout convaincu qu'il va être élu. Je
je pense qu'il peut, il a des chances, parce qu'il y a beaucoup de républicains qui ont changé d'avis et qui ne comptent pas voter pour Donald Trump. Donc ça, c'est sa chance. Et d'ailleurs, il y a des sondages qui montrent que l'une des raisons principales pour lesquelles les gens vont voter pour Biden, c'est parce qu'il n'est pas Donald Trump. Donc au final, oui, il a des chances, bien sûr, mais je ne suis pas garanti, je ne suis pas convaincu qu'il va forcément gagner. Il faut prendre ses prudences et surtout, il faut être très prudent quand on lit les sondages. C'est pas parce que les sondages montrent qu'il est en avance, c'est le cas. C'était le cas de Hillary Clinton il y a 4 ans. Et on s'est pris une grosse claque. Enfin, façon de parler, les gens qui pensaient que Trump avait aucune chance, je pensais qu'il avait toutes ses chances. Et j'ai bien eu raison. Donc voilà, je pense que la situation est un peu différente de celle de 2016 parce que Trump a fait beaucoup de choses qui n'a pas plu à ses électeurs. Donc c'est comme ça qu'il pourra éventuellement perdre. Par contre, c'est pas du tout gagné d'avance pour Joe Biden. Attention. Et concernant le fait que l'Ohio soit un état décisif pour les élections, oui, il l'est parce que c'est un swing state avec d'autres swing states. En fait, un swing state, c'est un état qui ne sera pas forcément démocrate, qui ne sera pas forcément républicain, et qui a parfois changé au cours des élections. C'est le cas de la Floride, c'est le cas de l'Iowa, et c'est aussi le cas de l'Ohio, et c'est le cas d'autres états aux États-Unis. Et en fait, c'est des états généralement où les candidats devront se concentrer sur leur campagne pour pouvoir convaincre le plus de monde. Parce qu'il suffit qu'il y ait un truc plus électeur, ça va remporter un état de plus pour le candidat, et donc ça lui donnera plus de chances de gagner. Parce qu'en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je ferai une vidéo à ce sujet-là, mais en fait, les États ont un nombre proportionnel de voix pour le candidat, et donc forcément plus tu gagnes d'États et plus tu as de chances de remporter l'élection. Et c'est pour ça que la Floride, l'Ohio et tous ces autres swing states sont très importants. Après, bon, cette année c'est un petit peu différent. On a vu par exemple que Donald Trump a investi pour faire campagne au Texas. Il ne devrait normalement pas faire campagne au Texas parce que normalement c'est gagné d'avance. Le Texas vote forcément républicain. Sauf que cette année est tellement bizarre que y a plein de gens qui ne veulent plus voir le président, y compris au Texas. Et il devra s'avérer convaincant. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il a perdu d'avance. Moi je ne crois pas à ça, faire très attention. Mais cette année est un petit peu différente. Je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises concernant les états clés. Mais effectivement, voilà, dans ces élections-là, il faut prendre en compte le fait qu'il y a des états clés sur lesquels il faut se concentrer. Il ne s'agit pas de gagner à la majorité comme en France. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et enfin, dernière question, on m'a demandé que penses-tu de Donald Trump? Donc c'est lié. Une question très intéressante. Je pense que... attendez, il y a mon burger qui arrive. Voilà, donc je peux répondre à la question. La question, c'était... Ah oui, qu'est-ce que je pense de Donald Trump? Alors, Donald Trump, moi je vais vous dire très franchement, je trouve que